clients et nous avons environ 50 salariés. Pour présenter un petit peu rapidement nos offres et nos solutions, on a la capacité à vous rendre autonome sur vos projets de questionnaires et d'enquêtes sur la base de notre logiciel qui s'appelle le Survey Manager. Nous avons aussi la possibilité de faire des projets clés en main et c'est un petit peu une des parties que l'on verra aujourd'hui. Et puis on a la possibilité également de digitaliser toute une partie des processus RH tels que les entretiens annuels, tels que les entretiens professionnels, tels que l'évaluation de la formation par exemple. Et on reviendra sur ce point tout à l'heure. Donc le sommaire du jour, eh bien, ça va être très simple. On a 6 conseils, comme je vous le disais. Ces 6 conseils vont s'articuler autour de 6 points. Le premier point sera l'engagement salarié. Le second point sera les réseaux sociaux en tant que salarié. Le troisième point sera le parcours du salarié, cette notion qui est un petit peu nouvelle encore pour certains, déjà en place pour d'autres. Ensuite, nous verrons tout ce qui est RH prédictif. Nous verrons également la digitalisation possible de quelques processus RH. Et puis nous finirons par tout ce qui est l'intelligence artificielle au service du service ressources humaines. Comme ça reste un webinaire de 30 minutes, on ne pourra pas nécessairement aller en profondeur sur chacun des sujets, mais je vais essayer d'étayer à chaque fois avec un maximum d'exemples et de pratiques et de conseils. Donc là, comme je vous le disais, n'hésitez pas à poser vos questions en direct, ça rendra les choses d'autant plus intéressantes pour tout le monde. Premier point, donc l'engagement salarié, est-ce que tout le monde sait ce que regroupe cette notion-là ou pas du tout? Donc je vous laisse écrire rapidement dans le chat si vous savez ce à quoi ça correspond. Ça me permet là aussi d'ajuster le niveau s'il y a besoin, puis de donner une définition le cas échéant. Alors je vois qu'il n'y a pas beaucoup de retours. Alors Fares, non pas particulièrement. Non plus. Bon, alors on va redonner peut-être une petite définition de ce que c'est. Donc c'est un des grands enjeux pour l'année à venir, voire pour les années à venir, c'est de prendre la mesure de ce qu'on appelle l'engagement du salarié. On utilise ce genre de mesure-là pour les clients depuis de nombreuses années. Donc les services marketing, les services qualité utilisent ce genre de ce qu'on appelle de métriques, en tout cas de KPI depuis de nombreuses années pour les clients. C'est encore un petit peu nouveau pour tout ce qui est dans le domaine du salarié, dans le domaine des ressources humaines, mais ça commence à se développer déjà depuis 2-3 ans. Et ça va être à mon avis un des thèmes centraux cette année, donc 2017 et 2018, que de mesurer cet engagement du salarié. Donc pour cela, on va le voir et on va le découper en 10 points. Je me suis inspiré d'une source que peut-être vous, professionnels des RH, vous connaissez sans doute, c'est sur parlonsrh.com, qui a édité un article là-dessus sur les 10 piliers de l'engagement des salariés. Ces 10 piliers, ça va commencer tout d'abord par les relations avec la direction. C'est en fait, dans une entreprise, pour un salarié, la principale raison qui pousse aujourd'hui quelqu'un à partir de son entreprise, c'est pas ses missions, c'est pas son salaire, c'est les relations qu'il a avec son chef ou avec sa direction. C'est pour ça que c'est très important de mesurer ce genre de choses-là, puisque c'est la principale cause de turnover dans une entreprise. C'est une variable du coup très importante car ça peut s'avérer très coûteux d'avoir évidemment beaucoup de turnover. Deuxième pilier qui sert à mesurer l'engagement d'un salarié, c'est le bonheur dans l'entreprise. Un salarié heureux, je vais l'apprendre à personne, est plus productif et il est aussi plus engagé. Il permet aussi de diffuser plus de respect entre les salariés, d'avoir plus d'empathie et il y a une notion de positivisme évidemment qui se met derrière tout cela. Le troisième pilier, ça va être son bien-être. Là encore, je vais enfoncer une porte ouverte, mais des salariés qui sont en forme mentalement et physiquement sont également beaucoup plus engagés auprès de votre entreprise. Ils sont du coup aussi beaucoup plus fidèles par rapport à ça. Sur le bien-être, vous en tant que service RH, vous devez accompagner les initiatives, voire lancer des initiatives carrément pour, par exemple, amener des personnes à faire de la marche en groupe, pourquoi pas dans les équipes, pour avoir une carte de membre à une salle de sport, ou plus classiquement une crèche d'entreprise qui évidemment permettra plus de souplesse pour le parent, pour l'enfant, mais également pour l'entreprise.
Est-ce que vous utilisez des outils pour suivre le bien-être, bonheur de l'équipe, type Team Mood ou autre? Oui, nous on a ce genre d'outils-là hein, qui vont être nous à la base de questionnaires. Après, tout ce qui est à base de questionnaires peut passer dans nos solutions. Différence entre bonheur et bien-être. Alors le bonheur, c'est plutôt du sentiment et de l'émotionnel. Le bien-être s'y rejoint aussi un petit peu. Néanmoins, on va plus considérer comme bien-être tout ce qui est lié à la santé physique, généralement du salarié. Euh, Quatrième point, alors j'espère avoir répondu à vos questions en même temps. Merci en tout cas Olga et Laure. C'est l'alignement par rapport aux valeurs de l'entreprise. Un salarié en adéquation avec les valeurs de votre structure, de votre société, restera plus longtemps dans votre structure. Ça aussi, c'est des choses qui ont été prouvées. Mais pour cela, évidemment, il y a un premier point à accomplir, et là c'est plutôt un projet de direction, en tout cas de stratégie, c'est qu'il faut que ces valeurs de l'entreprise soient claires et qu'elles soient visibles de tous les salariés. Donc c'est vraiment le point important là-dessus que vous, en tant que service RH, vous devez accompagner, voire vous devez pousser, mais c'est bien souvent un projet de la direction que d'afficher cela très clairement. Le cinquième pilier, ça va être la satisfaction sur le lieu de travail. Ça passe bien entendu par une mesure de cette satisfaction, mais aussi et surtout par rapport à des choses comme le fait d'avoir des salaires équitables, le fait d'avoir de l'autonomie, le fait d'avoir de la transparence vis-à-vis du rôle du salarié par rapport à la stratégie mise en place par l'entreprise. Tout cela, évidemment, ce genre de choses-là se mesure dans des questionnaires, dans des enquêtes ou à différents moments de ce que l'on verra tout à l'heure, qui est différents moments du parcours d'un salarié. On va maintenant passer au sixième point qui concerne l'engagement d'un salarié, ce sont ses relations avec ses collègues. C'est l'un des facteurs qu'on appelle un facteur engageant, et pour cela, évidemment, les managers doivent encourager les moments d'échange entre les salariés de façon plus informelle que par des réunions. C'est typiquement ce qu'on connaît tous, hein, les discussions à la machine à café, ce rituel de la machine à café, on va dire, est un moment important pour favoriser les relations avec les collègues. Ça passe aussi par l'organisation d'événements, bien entendu. Une preuve ultime d'un engagement très fort auprès de vous, ça serait qu'un salarié, de sa propre initiative, organise lui-même un événement qui lui tiendrait à cœur. À ce moment-là, le but du manager ou le but d'un service RH, ça va être de soutenir le salarié dans son initiative. Il n'y aurait rien de pire que une direction, un manager qui casserait une initiative de ce type-là, où un salarié montre un engagement très fort en prenant de son temps personnel pour engager, pour faire participer d'autres personnes de son entreprise à des activités qui lui tiennent à cœur. Ça serait là, évidemment, le plus néfaste. Septième point, c'est l'importance du feedback. Il est important pour un salarié d'avoir un retour de la part de ses managers et de ses collègues. Et ça, là, pour le coup, ça va plutôt passer par des réunions plutôt formelles dans les services. Ça peut être une fois tous les 15 jours, une fois par semaine ou autre, selon la temporalité. Mais il est très important pour un salarié que d'avoir un retour. Évidemment, ça va servir à l'engager. Un salarié laissé trop autonome et trop tout seul aussi, ça n'a rien de bon non plus pour une entreprise. Autre point, c'est la reconnaissance. Là, pareil, hein, j'enfonce une porte ouverte, mais toute personne a besoin d'être reconnue et félicitée pour se sentir engagée. C'est le rôle du manager que de faire cela. C'est aussi un peu le rôle d'une direction RH que de le mettre en place et en tout cas que de l'encourager au sein des équipes. Le tout évidemment dans une attitude toujours la plus bienveillante possible. On va passer à l'avant-dernier point, c'est le développement personnel. Donc certaines entreprises comme Google ont érigé ça en modèle complet, en allouant 10 ou 20% du temps salarial à des activités personnelles. Bien entendu, il faut s'appeler Google pour faire ça, et c'est pas tout le monde qui peut se permettre ce genre de choses dans des entreprises où on a aussi des objectifs de productivité et de rentabilité. Mais là, ça va plutôt passer par l'encouragement d'initiatives. Par de la formation à des sujets connexes à une activité, ou pourquoi pas par le financement d'études pour le salarié. Par exemple, un de vos salariés qui voudrait faire un PhD, qui voudrait faire Sciences Po, qui voudrait aller plus loin sur certaines choses, évidemment, si c'est quelqu'un de méritant là-dessus et d'engager, pourquoi pas soutenir cette initiative personnelle. Le dernier point, c'est la fonction d'ambassadeur. Sur ce point-là, l'article, pour le coup de Parlons RH, fait une erreur.
Donc il était important de corriger là-dessus, puisqu'ils ont mélangé un petit peu la notion de recommandation avec la notion de satisfaction, qui sont vraiment deux notions bien distinctes. Alors là, je vais vous faire participer encore un petit peu, mais qui a déjà entendu parler de la notion de NPS ou de Net Promoter Score parmi vous? Je vous laisse répondre et dites-moi non si ce n'est pas le cas. Ça me permettra là encore de doser les informations que je dois vous donner. Non, personne. C'est en effet un métrique qui est plutôt utilisé pour les clients, historiquement. Et encore une fois, le service RH va réutiliser des choses qui sont déjà connues, puisque aussi déjà connues par la direction. Donc ça permet de simplifier parfois des processus de décision que de reprendre des métriques qui sont déjà connues. Grosso modo, c'est assez simple, c'est que dans une enquête salariée, vous allez demander à vos salariés s'ils seraient prêts ou non à recommander leur entreprise à d'autres personnes, d'autres entreprises. C'est un métrique qui va être noté de 0 à 10 et en fonction de la note que vous mettez, vous allez être considéré comme un ambassadeur de votre entreprise, donc comme un promoteur, d'où le nom Net Promoter Score, ou potentiellement comme un détracteur de votre entreprise. Du coup, il est très important d'avoir ce genre d'informations pour un service RH pour piloter les personnes sur lesquelles on peut compter, sur lesquelles on peut avoir aussi de l'engagement, puisque la fonction d'ambassadeur est l'une des plus importantes là-dessus. Pour ceux qui sont intéressés à en savoir plus sur cette notion-là, on donne des webinaires spécifiques sur la notion de NPS. On en donne plusieurs d'ailleurs, donc ça pourrait être très intéressant. Mais pour vous en parler et pour vous indiquer pourquoi c'est important que de mesurer cette information et de la mesurer plusieurs fois dans le temps, c'est que tout simplement, on va sonder régulièrement une personne sur cette information-là. Et si on ne lui demandait, comme c'est souvent le cas dans les ressources humaines, qu'une fois tous les 2 ans, cette information-là, mais entre-temps, elle a pu changer 3 fois de chef, donc elle a pu être potentiellement ambassadrice, puis plus ambassadrice du tout, puis à nouveau ambassadrice, etc. Donc du coup, c'est très important de mesurer les choses dans le temps et de façon assez régulière. Autre information, la fonction d'ambassadeur en tant que telle n'est pas uniquement une mesure sur du déclaratif d'un salarié, mais ça peut être aussi pris en compte, par exemple, selon des actions. Par exemple, moi aujourd'hui, devant vous, je suis un ambassadeur de la marque Vocasa, puisque je vais parler de choses autour de ce sujet-là. De la même façon, vous êtes invité à participer à un petit déjeuner ou à un rendez-vous avec une chambre de commerce et vous allez côtoyer d'autres entreprises, vous allez tout à fait également être un ambassadeur de votre marque et de votre structure. Pour David, oui, David, les présentations seront transmises par mail à la fin du webinaire. Donc voilà pour la première partie qui était sur l'engagement du salarié. C'était la partie un petit peu la plus longue, mais pour le résumer de la façon suivante, quelles sont les mesures concrètes à prendre pour moderniser votre service RH via l'engagement du salarié? Première mesure à prendre, c'est de faire des études de climat social. Donc là, nous, on a des solutions à vous proposer par rapport à cela. C'est de mesurer la notion d'ambassadeur très simplement via ce qu'on appelle le Net Promoter Score. Et là encore, nos solutions Vocasa vous permettent de faire ce genre de choses. Et puis, le troisième volet, ça va être de mettre en place, par rapport à ces études de climat social et à ces études d'ambassadeurs et d'engagement, ça va être de mettre en place des actions correctives et des plans suite à ces mesures. Et là, ça va plutôt passer par une société spécialisée dans les domaines du service RH ou par rapport à des gens chez vous, dans votre service RH, qui vont pouvoir avoir le recul nécessaire pour mettre en place les actions correctives et les plans d'action. On va maintenant passer à notre deuxième conseil, ce sont les réseaux sociaux en tant que salarié. Là ici, tout le monde a entendu parler de LinkedIn, d'Instagram, de Facebook, de Twitter, etc. bien entendu. L'entreprise, votre société, possède ses propres réseaux sociaux. Elle a bien souvent même un community manager dont ça va être le métier. Mais ces réseaux, ils n'ont aucune force, ils n'ont aucune puissance s'ils ne sont pas soutenus par l'interne. Grosso modo, vous pouvez avoir un Facebook d'entreprise, s'il n'y a aucun de vos salariés qui partage vos informations, s'il n'y a aucun de vos salariés qui partage les photos que vous publiez sur Instagram, ça n'aura absolument aucune puissance et c'est comme de mettre un coup d'épée dans l'eau, tout simplement, ça ne sert pas à grand chose là-dessus.
Par rapport à ça, ben, on les connaît tous, hein, les réseaux aujourd'hui, je pense. Enfin, je ne vais pas vous refaire la notion sur tous les réseaux sociaux, mais certains sont plutôt ce qu'on appelle tournés vers le consommateur, donc ça va être plutôt Instagram. D'autres sont plutôt tournés vers le monde de ce qu'on appelle le B2B, le business to business, donc là ça va être plutôt être LinkedIn par exemple. Et à chaque fois, le salarié aura un rôle très important dans le partage de cette information et donc dans sa diffusion et donc dans son impact. Pour cela, ben, moi je vous donne 3 conseils assez simples. Premier conseil, et là c'est les RH qui vont devoir travailler généralement avec le ou les community managers de votre entreprise, c'est de faire une charte de conduite pour la diffusion. C'est-à-dire qu'est-ce qui doit être partagé, de quelle façon, comment, à quelle fréquence. Est-ce qu'un salarié doit partager 8 fois par jour? Est-ce qu'il doit consacrer 10 minutes à Twitter sur son temps de travail ou alors 0 minutes, mais par contre ça doit être plutôt vers LinkedIn qu'il doit aller? C'est ce genre de choses-là qu'une charte de conduite en matière de réseau social et de réseaux sociaux va pouvoir être utile. Deuxième élément, c'est de miser sur les salariés ayant le plus d'engagement pour promouvoir et diffuser les informations. Et bien évident qu'un salarié qui n'aimerait pas l'entreprise dans laquelle il travaille va difficilement avoir envie de vous partager sur les réseaux. Et s'il le fait, ça pourrait être à mauvais escient en plus. Donc du coup, il est très important de miser sur les bonnes personnes. Donc pour cela, là encore, il faut savoir qui est engagé auprès de votre entreprise et qui ne l'est pas. Donc là, confère le point précédent. Et enfin, c'est d'encourager les personnes également à mettre à jour leur profil et à se garder également quelques minutes dans leur journée pour utiliser les réseaux sociaux professionnels. Je répète bien sûr, les réseaux sociaux professionnels, bien entendu, il est difficilement plus admissible que de passer 2 heures sur Facebook à discuter avec ses amis sur son lieu de travail. C'est pas l'objet, c'est pas le lieu et c'est pas non plus l'optique qu'une entreprise doit suivre là-dessus. On va maintenant passer à notre 3e conseil, c'est la notion que l'on appelle le parcours salarié. Alors, qui parmi vous a déjà entendu cette notion-là de parcours d'un salarié? Donc là, pareil, je vous demanderai juste de m'indiquer si c'est oui ou non de façon très simple. Et puis, on va le voir ensuite ensemble. Donc là, déjà, c'est déjà un sujet qui est plus connu. C'est un petit peu normal que ça soit plus connu parce que tout simplement c'est déjà mis en place dans certaines structures et c'est déjà un sujet qui a plutôt 2 ou 3 ans, mais au global c'est peut-être que 5 à 10% des entreprises qui ont mis concrètement en place des actions et des choses concrètes sur ce sujet-là. Donc le parcours d'un salarié, ça s'inspire très concrètement aussi de ce qu'on appelle le parcours client, tel que certains d'entre vous le connaissent peut-être déjà. Mais un parcours client, on va le qualifier en fait en mettant en place ce qu'on va appeler des mesures à différents endroits entre les interactions entre vous, votre entreprise et vos clients. Pour le parcours salarié, ça va être un petit peu différent. On va pouvoir créer un parcours salarié selon les postes, selon des missions, selon un niveau d'études, ou bien encore selon l'âge au moment du recrutement, mais ce qui se fait le plus, c'est selon une temporalité. C'est-à-dire que grosso modo, on va estimer qu'une personne qui rentre dans votre entreprise, eh bien au bout d'un mois, elle va ressentir telle chose, et donc du coup, elle va pouvoir nous faire partager telles informations. Exemple basique, ça va être de savoir si elle est à l'aise sur son poste de travail, donc si sa chaise est confortable, ça peut être aussi terre à terre que ça, si le niveau d'éclairage est bon, etc. Puis au bout peut-être de 3 mois, on va lui demander si les missions qu'on lui avait promises sont bien en adéquation avec ce qu'elle fait concrètement au jour le jour. Puis au bout de 6 mois, ça va peut-être être plutôt des questions tournées vers la hiérarchie, vers les niveaux de salaire, vers les ambitions pour l'avenir, etc. Et donc chaque entreprise, comme cela, va pouvoir définir des temporalités et à chaque temporalité va pouvoir définir du coup un questionnaire que l'on va envoyer au salarié pour qu'il puisse nous faire un feedback concret sur son ressenti. Donc là encore, bien les conseils là-dessus, pour vous moderniser sur ce point, c'est de tout d'abord définir le type de parcours que vous souhaitez mesurer. Ensuite, de définir les étapes et les questions. Et là, Vocasa, c'est complètement notre métier que de vous aider sur ce genre de choses-là.
Et puis après, de mettre évidemment en place une solution de parcours salarié. Et c'est là encore ce que Vocasa est en capacité à vous proposer. On a fait un très beau projet comme ça à la Croix-Rouge, par exemple, où il y a vraiment des très belles choses qui ont été faites et où du coup les services internes ont un retour qui est très très puissant et qui va au même niveau que ce que vous êtes capable de faire pour des clients. Eh bien, ça peut être mis en place aujourd'hui envers les salariés. On va maintenant passer à notre autre point qui est le RH prédictif. Donc ça sera notre quatrième point. Le RH prédictif, les données RH, tout simplement, plus que n'importe quelle autre, sont des données par nature très sensibles. D'autant plus quand il s'agit de données personnelles, alors que pour autant, on peut se servir de ces données-là pour améliorer des processus internes. Donc là, ça va un petit peu plus loin dans la démarche que ce qui peut se faire déjà aujourd'hui, que cette notion de parcours salarié que l'on vient de voir. Ici, par exemple, aujourd'hui, on sait tous à peu près dans l'entreprise mesurer le taux de turnover d'une structure, par service, par département, par junior, senior, etc. Donc tout ça, normalement, c'est déjà des processus qui sont déjà maîtrisés dans les entreprises. Le RH prédictif, ça va plus loin. L'objet, ça va être d'étudier les comportements des salariés. Et ici, on va tout simplement toucher aux notions de ce qu'on a appelé les big data. Et là, l'objectif sera plus simplement de décrire, mais de prédire et d'anticiper au mieux les choses. Donc là, c'est des choses beaucoup plus innovantes, beaucoup plus modernes, et qui sont encore sur des technologies, on ne le cachera pas, un petit peu encore balbutiantes, puisque les premiers projets se mettent en place depuis 1 ou 2 ans seulement. Donc c'est encore des choses qui ne sont pas encore tout à fait matures. Donc moi, mon conseil par rapport à ça, c'est de tout simplement commencer à regarder des solutions qui existent. Donc vous le verrez, hein, si vous faites une recherche RH prédictif dans Google, vous avez aussi bien des petites startups qui se sont lancées sur ce secteur-là, que des sociétés très établies qui ont créé des nouveaux produits par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à regarder ce qui se fait, il y a pas mal déjà d'idées. Le point important, ça va être de se mettre en relation avec votre direction informatique pour discuter des formats de base de données. Parce qu'aujourd'hui, c'est un des gros points clés de ce qu'on appelle les big data, c'est que les big data, pour que cela fonctionne, eh bien, il va falloir des connecteurs entre les différents outils, il va falloir des systèmes qui permettent de remonter de l'information pour les injecter dans d'autres systèmes et dans d'autres outils, et il est souvent très important de savoir sous quel format, aujourd'hui par exemple, vos données RH sont rangées, et si elles sont très disparates évidemment et pas du tout mises en base de données, vous pouvez d'ores et déjà oublier le RH prédictif. Vous aurez d'abord un premier niveau à vous doter et à vous donner qui va être de tout ranger dans des bases de données formalisées, concrètes et réelles. Donc pas du fichier Excel, pas du format papier par exemple, hein, pour le dire concrètement. Dernier point, là-dessus, moi mon conseil c'est d'attendre un petit peu encore que les solutions soient plus matures. Donc vraiment c'est de se mettre en veille sur tout ce qui est RH prédictif, parce que c'est encore des choses un petit peu nouvelles. L'utilisation du big data, alors on donne un webinar si vous voulez spécifiquement là-dessus, ça pourrait être vraiment l'objet d'un gros élément, mais aujourd'hui, quand vous avez aujourd'hui une fiche salariée qui va contenir 10 informations, grosso modo, demain, cette même fiche salariée pourrait contenir 100 000 informations. Et du coup, on n'est plus sur le même niveau de volume, et on est aussi sur aujourd'hui, votre fiche salariée va être rangée dans un système d'IRH. Demain, il y aura des informations salariées qui vont être dans LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, dans votre fiche salariée, dans la digitalisation des entretiens annuels et professionnels, etc. Bonjour, derniers arrivants du coup. Hop, on va passer maintenant à la digitalisation des processus RH. Je vais avancer un petit peu plus vite. Par rapport à ça, il y a plusieurs niveaux et plusieurs notions qui sont très importantes. C'est que déjà, ça doit vous animer normalement depuis plusieurs années. Si vous n'êtes jamais posé la question de digitaliser vos processus RH, c'est que vous êtes déjà en retard quelque part là-dessus. Donc la digitalisation, ça s'accompagne de changements informatiques importants, parfois coûteux, mais c'est un domaine sur lequel aujourd'hui le ROI, le retour sur investissement, n'est plus du tout à démontrer. C'est-à-dire que tous ceux qui y sont passés sont capables de prouver par A plus B que oui, c'est un investissement, mais oui, ça permet de gagner de l'argent très rapidement par rapport à cette digitalisation.
Néanmoins, aujourd'hui, il va falloir faire des choix pour ceux qui n'en ont pas encore fait, et il va falloir choisir un petit peu les éléments sur lesquels on va vouloir aller. Il y a en fait les lois, les évolutions de lois, etc., vont pouvoir vous donner des guides et des idées. Le premier niveau que nous, on vous conseille, c'est de digitaliser le traitement de la paye. Le traitement de la paye, pourquoi? Parce que tout simplement la loi travail, la dernière qui est passée récemment, fait qu'à compter du 1er janvier 2017, donc c'est très récent comme vous voyez, l'employeur souhaitant remettre les bulletins de paye sous forme électronique n'est plus tenu de recueillir d'abord l'accord de ses salariés. En gros, il peut le mettre en place, et s'il y a un salarié qui n'est pas d'accord avec ça, il peut demander à avoir un processus qui restera papier, par exemple. Donc ça permet déjà de très facilement, en se mettant en conformité avec la loi, de digitaliser le traitement de la paye. Deuxième niveau, c'est la digitalisation de ce qu'on appelle l'évaluation des formations. Quand vos salariés ont une formation, quand ils en reçoivent une, ils vont généralement pouvoir faire ce qu'on appelle de l'évaluation de formation à chaud, puis de l'évaluation de formation à froid. Là, sur ce sujet-là, qui là encore prendrait beaucoup de temps, on donne un webinaire spécifique et il aura lieu le 8 juin à 15 h. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai mis le lien et Johan pourra vous le remettre également. Là-dessus, pareil, des gros gains d'argent évidemment à avoir comparé à ce que peut coûter un processus papier et encore une modernisation, puisqu'il ne faut pas que le service ressources humaines reste un petit peu le parent pauvre de la digitalisation. Donc il y a vraiment des choses à faire évoluer. On a deux autres points, donc évidemment à Vocasa, on est spécialisé là-dessus aussi. Hein. Deux autres points qui vont un petit peu ensemble, même si les obligations sont différentes, c'est la digitalisation des entretiens annuels et la digitalisation des entretiens professionnels. Sur ces deux éléments, je donne un webinaire dans 30 minutes par rapport à ce sujet-là. Donc ceux qui sont intéressés sur cette optique de digitaliser les entretiens annuels ou professionnels, on a un contenu de 30 minutes juste tout à l'heure qui sera joué en direct. Pour ceux qui n'auraient pas le temps, pour le faire très simplement, nous, Vocasa, on est capable de vous accompagner dans ce genre de démarche-là. On a déjà des choses qui sont toutes faites, donc c'est vraiment des choses qui vont vous permettre de gagner beaucoup de temps dans une mise en place. Et puis tout simplement, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les entretiens professionnels sont devenus obligatoires pour la majeure partie des entreprises. Et donc, il faut vraiment s'y mettre. Donc, pour ceux qui ne s'y sont pas mis, ils sont déjà pas dans la légalité. Et pour ceux qui s'y étaient mis, mais en format papier, il y a beaucoup de gains à attendre, notamment dans l'archivage des informations et dans la facilité donnée à la consultation de ces informations, puisqu'il n'y a rien de pire que de faire un entretien professionnel ou annuel l'année dernière, et puis d'essayer de retrouver ces informations, puis on ne va pas les retrouver parce que c'est dans des fichiers Excel, ça a été imprimé par quelqu'un qui n'est plus là aujourd'hui, etc. Donc très souvent, ça peut faire des couacs dans les processus. Donc là encore, surtout pour ceux qui sont intéressés là-dessus, n'hésitez pas à rejoindre le webinaire de tout à l'heure, on vous donnera beaucoup plus d'informations. Dernier conseil là-dessus, c'est l'intelligence artificielle au service des ressources humaines. Là, c'est l'émergence de ce qu'on appelle les bots, qui vont envahir les services RH dans les prochaines années, au même titre qu'ils l'ont déjà fait sur le web. Ça va être des projets qui vont être conduits dans les 5 prochaines années, sans nul doute. Les robots sont déjà un petit peu présents partout, les robots informatiques, j'entends. Et ici, dans une activité RH, le but, ça va être de chercher à gagner du temps dans votre activité à vous, service RH, et ça va permettre de répondre beaucoup plus vite à des questions de premier niveau qu'un salarié va se poser. Par exemple, quand un salarié vous écrit pour vous demander, ou vous appelle pour vous demander quand sont mes prochains congés, quand est-ce qu'a été mon dernier congé maladie, ou bien encore à quel endroit je dois déposer tel document ou tel document, toutes ces informations qui finalement sont standardisées et qui sont déjà contenues normalement dans un système d'IRH ou de gestion du temps, etc., vont pouvoir être automatiquement données par des robots directement. Donc ça va vous permettre évidemment de gagner beaucoup de temps là-dessus. On a ces premiers niveaux d'information là, puis on a au niveau du recrutement.
Les robots et les applications sont déjà pas mal utilisés dans certaines applis. Je ne sais pas si vous connaissez les applis Mitch ou Jobr, hein, par exemple. Ici, c'est un peu le même concept que l'on a dans les applications de rencontres, hein, pour le dire directement. C'est des concepts où on voit si un recruteur va matcher avec un recruté, tout simplement. Donc par rapport à des niveaux de compétences affichés vis-à-vis de niveaux de recherche de compétences que le recruteur a besoin, eh bien on va avoir ce genre de système-là qui vont être mis en place. Les quelques recommandations là-dessus, c'est tout simplement de commencer à regarder ce qui se fait sur le marché, puisqu'il y a pas mal d'outils et de solutions. C'est d'analyser ces outils vis-à-vis de vos besoins d'avenir, puisque ça encore, ça ne va pas se faire sur du court terme. Et c'est de se laisser 2 ans pour bien considérer les avantages et les inconvénients, mais aussi et surtout les impacts dans votre société. Parce que de mettre des robots pour donner des premiers niveaux d'information, ça a des conséquences salariales, bien entendu, qu'il faut mesurer très concrètement. Pour finir avec ce webinaire, quelques recommandations très importantes là-dessus. Tout d'abord, quel que soit le domaine sur lequel vous interviendrez, comme vous l'avez vu, il y a sur certains domaines où nous, Vocasa, on peut intervenir, mais il y a des domaines où nous n'intervenons pas, par exemple la gestion de la paye ou les robots, ce n'est pas notre métier. Dans tous les cas, il faut choisir un fournisseur de confiance, qui est souvent une société locale et pérenne sur son marché. C'est-à-dire qu'il vaut mieux, dans le domaine des RH notamment, prendre des structures bien établies. Deuxième critère très important, c'est de choisir un fournisseur capable d'héberger les données soit chez vous, physiquement sur des serveurs qui vous appartiennent, soit sur des serveurs au moins situés en France. On va voir que ça a des impacts sur le troisième point, qui est d'éviter les solutions américaines. Pourquoi? Parce que les solutions américaines, si vous prenez un jour un outil américain sur des solutions RH, eh bien, les lois américaines ont tendance à évoluer pas dans le bon sens vis-à-vis de nous, nos philosophies européennes et particulièrement françaises. Un dernier exemple en date, hein, la présidence américaine a choisi d'autoriser le fait que tout ce que vous mettez dans vos navigateurs Internet, donc tous vos historiques de navigation dans Firefox, dans Explorer, etc., peuvent être vendus à des sociétés commerciales. Eh bien, si vous hébergez ce genre d'outils, de solutions sur des outils américains, ou hébergés aux États-Unis en tous les cas, vous pouvez vous retrouver dans ce genre de situation-là où on sera capable, où il y a des gens qui vont être capables de vendre les données de vos salariés à des sociétés commerciales. C'est une logique très, très américaine, c'est pas du tout une logique européenne et encore moins française, auquel il faut faire vraiment très très attention. Donc là encore, attention vraiment aux solutions américaines sur ce genre de domaine-là. Alors, je vais vous laisser commencer à poser vos questions, à les écrire en tous les cas. Pendant ce temps-là, je vous indique quelques informations. Donc, pour les derniers qui sont arrivés, tout le monde recevra par email les slides que j'ai diffusés aujourd'hui. Pour ceux qui auraient des projets liés aux choses que j'ai pu vous parler, n'hésitez pas à nous contacter, donc soit via le info@vocasa.com ou au 04 32 44 83 40. En attendant, je vais également vous présenter notre programme pour les prochaines semaines à venir. Tout d'abord, juste tout à l'heure à 15h30, là, donc dans 25 minutes, la digitalisation des entretiens professionnels et annuels. Ensuite, nous aurons tout ce qui est la bonne livraison des emails, y compris des emails de tout type, hein, de toute nature. On aura tout ce qui est la mesure d'un parcours client. Alors c'est tourné plutôt vers le client, mais pour ceux qui ont cette notion de parcours un petit peu en tête, eh bien n'hésitez pas quand même à y assister, même si pour vous ça sera le parcours salarié, ça reste intéressant. On a ensuite un webinar, donc le 26 avril, sur les 4 étapes clés pour réussir une enquête de satisfaction, sur les modes de diffusion, les bons modes de diffusion à choisir aujourd'hui en 2017. On aura également un webinaire dédié, donc le 28 avril, sur ces notions de click-to-chat, de chatbot, de choses comme ça, qui peuvent être intéressants aussi dans une vision un peu prospective de votre service RH. Et puis on aura également comment réaliser vos enquêtes clients en point de vente, donc là est très tourné ce coup-ci vers le client. Donc je vais commencer à répondre à vos questions, celles qu'il y a déjà. Et puis donc, pour ceux qui ont encore des questions, n'hésitez pas à les indiquer directement. Alors Marguerite nous indique, la RH sait si je suis chassé, sympa pour l'ambiance, en plus même pas consentante et au courant, bonjour l'ambiance. Mais c'est ce qui pourrait se passer dans la mesure où vous auriez des données qui ne seraient plus protégées.
Là encore, c'est ce qui peut se passer aussi si vous vous faites chasser via LinkedIn et que vous avez aussi choisi de partager des informations qui seraient remontées dans les systèmes Big Data de LinkedIn et de votre IRH. Donc c'est pour ça que ça pose évidemment beaucoup de questions et c'est pour ça que sur ces informations, notamment l'IRH prédictif, pardon, j'ai vraiment indiqué qu'il vaut mieux attendre 2 ans que les prochaines années en tous les cas, que les solutions se maturent un peu et que ces notions-là se maturent un petit peu également. Après, il faut voir que les habitudes ont tendance à changer, à évoluer avec les technologies. Néanmoins, sur ces notions-là, Marguerite, je suis assez d'accord avec vous. Ça peut être un petit peu particulier, un petit peu difficile, évidemment. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'en ai vu qu'une. Je vous invite à les écrire hein, pour les autres. Hop. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, Johan vous a mis le lien pour directement vous connecter tout à l'heure pour la digitalisation des entretiens professionnels et annuels. Donc, n'hésitez pas. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais tout simplement vous souhaiter soit tout à l'heure pour ceux qui nous rejoindront pour la deuxième conférence, soit à une prochaine fois pour d'autres webinaires.